Namaskar, chers amis, on se retrouve à nouveau au pied de notre gambe baobab et aujourd'hui on va attaquer la session qui s'intéresse aux principes de moralité. Les principes de moralité sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont la réflexion de certaines lois qui régulent cet univers. Et lorsque l'on va s'établir dans ces principes de moralité, on va s'accorder avec les lois de cet univers. Et lorsque l'on s'accorde avec les lois de cet univers, il y a un grand sentiment de paix, de sérénité, à se sentir imperturbable par rapport au monde extérieur. Pourquoi? Parce que l'on sait que ce que l'on fait est juste. On a bonne conscience. La conscience est claire. Et notre maître disait que pour pouvoir méditer, il faut être d'abord établi un tant soit peu dans ces principes de moralité. C'est la base de la spiritualité, c'est la moralité. Et finalement, c'est la base de l'humanité. On pourrait dire que l'humanité prend une capitale, le H devient capital, l'humanité avec un grand H, lorsque l'être humain devient moral. Ce sont les balbutiements déjà du monde de la spiritualité. L'humanité tend vers la divinité lorsqu'elle s'établit dans les principes de moralité. Et ces principes de moralité, dans la philosophie yogi, ils sont au nombre de 10. Il y a 5 dhammas et 5 niyamas. Dhamma veut dire le contrôle de soi en ce que l'on est en rapport avec le monde extérieur. Et niyama veut dire le contrôle de soi vis-à-vis de ses propres émotions, vis-à-vis de soi-même. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier principe de dhamma qui s'appelle ahimsa. Et ahimsa, ça veut dire ne pas nuire, ne pas blesser qui ou quoi que ce soit, ni par ses pensées, ni par ses paroles, ni par ses actions. Ça va être de créer un environnement tellement positif autour de soi qu'il conduit au développement mental, physique et spirituel des autres. Et nuire ou blesser, ça veut dire mettre un frein à ce développement physique, mental, spirituel des autres, de notre entourage. Je pense que tout le monde comprend comment on peut nuire par les autres, par nos actions ou par notre parole. Mais même nos pensées impactent le monde extérieur. Et une personne qui nourrit des pensées très colériques, haineuses, jalouses, arrogantes, ces pensées-là vont être comme une pollution mentale pour l'environnement. Donc, sur Ahimsa, ça va être arriver même à prendre conscience de ses pensées et à essayer de réguler certaines émotions négatives pour le bien-être de notre entourage. Il n'y a pas seulement la pollution matérielle, il y a la pollution mentale aussi. Vous pouvez être dans un environnement où les gens sont très écolos, sont très bien, mais il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration et l'environnement créé est désagréable. Vous avez envie de fuir cet environnement. Pourquoi? Parce que ces pensées-là impactent votre environnement. Donc les pensées doivent être bienveillantes, ne doivent pas heurter les autres. D'accord. Ahimsa a souvent été interprété comme la non-violence. Mais pour nous, l'interprétation est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il est tout bonnement impossible de vivre sans violence, sans appliquer une certaine force dans le monde extérieur. Je respire, des milliers de micro-organismes trouvent la mort au cours de ma respiration. Je vais cultiver mon champ, même si c'est des légumes, même si c'est du bio. Le fait de travailler la terre, le fait de lutter contre les pestes, on va mettre fin à des milliers d'insectes. Je vais m'alimenter. Pour m'alimenter, pour maintenir ce corps vivant et en bonne santé, je dois mettre fin à d'autres formes de vie. Alors, qu'est-ce que fait le yogi? Le yogi est soucieux d'engendrer le moins possible de violence par le fait même de vivre dans ce monde. Donc, il va choisir, par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, il va choisir ces aliments-là qui sont comparativement moins développés, moins élevés en termes de conscience. Le monde végétal est moins conscient que le monde animal. Le monde animal est moins conscient que le monde des hommes. Donc, à l'heure de manger, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir de mettre fin à ces formes de vie-là qui font partie du monde végétal. Pourquoi? Parce que dans le monde végétal, l'alimentation végétarienne est très bonne pour notre santé. Non seulement elle nous maintient en vie, mais elle est très bonne pour notre santé. Donc, on ne va pas mettre fin
à la vie de nos frères et de nos sœurs animaux, parce que c'est inutile à notre survie. Et que finalement, lorsque l'on mange de la viande, c'est simplement pour le plaisir du goût, mais on met fin à des formes de vie sensibles pour ce faire. Donc si vous voulez être en harmonie avec Ahimsa, et vous le voulez, vous le voulez pourquoi? Parce que lorsque vous allez être en harmonie avec Ahimsa, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en phase avec ce monde. Et votre être va dégager comment dirais-je, une telle vibration bienveillante que vous allez voir dans votre... je vais prendre un exemple. Une fois, je méditais, c'était en Suède. Je méditais dans la forêt, une forêt reculée. À la fin de la méditation, j'ai ouvert les yeux et il y avait des biches qui étaient à quelques mètres de moi. Des biches sont des animaux qui sont très craintifs, normalement. Mais à cause de... On était au centre de formation aussi, on faisait tout un tas de pratiques pour nous purifier. À cause de la vibration positive qui était là, les animaux craintifs n'avaient plus peur. Et si vous prenez l'exemple de Shiva, Seigneur Shiva, on le voit souvent dans les photos, il médite et puis il y a des serpents qui sont lovés sur ses jambes, autour de son cou. C'est ce qui s'est passé, c'était ça dans la réalité. C'est-à-dire que même des bêtes féroces, en la présence de Shiva, dont la bonté même, qui n'est que bonté, hein, venait dormir sur son corps. Donc lorsque vous mettez en accord avec Ahimsa, vous allez voir que votre monde intérieur va s'harmoniser. Et le monde extérieur va le ressentir aussi. Donc c'est un win-win. C'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour votre entourage. Voilà, maintenant une personne, imaginez que on est attaqué par un assaillant. Soit on est attaqué, ou sa famille, ou disons des personnes innocentes, des personnes faibles. Vous devez les défendre. Ce serait contre nature de ne pas vous défendre ou de ne pas les défendre. Si vous attrapez une souris, la souris va vous mordre. Elle ne vous veut pas du mal, mais elle veut sa survie. Donc, la spiritualité ne va jamais promouvoir un mode de vie qui va à l'encontre de ce qui est naturel. Si quelqu'un vous attaque, si quelqu'un veut mettre votre vie en danger, vous devez vous défendre. On va toujours essayer d'avoir une réponse la moins violente possible, mais attention, ne soyons pas dupes, s'il est nécessaire d'utiliser la violence, des fois contre la violence, le seul moyen c'est d'utiliser la violence, il faudra vous défendre. Si on prend les armes pour protéger la vie, si on prend les armes pour attaquer, pour nuire, pour assaillir, deux actes similaires, deux motivations opposées. C'est la motivation qui est tellement importante et primordiale. Et ici, on va juger plutôt la motivation que l'acte. Certaines personnes peuvent paraître dures, sévères à leur entourage. Par exemple, un parent punit son enfant. L'enfant pleure. Est-ce que c'était l'intention ou est-ce que c'était le but du papa ou de la maman de voir les larmes couler sur les joues de leur fils? Non. C'est pour redresser un tort, c'est pour le corriger, c'est pour son bien. Mais par contre, si maintenant le papa ou la maman a agi à une réaction, ça a été une réaction colérique ou voire haineuse, ça va à l'encontre de Ahimsa. Et d'ailleurs, l'action posée ne va pas conduire à quelque chose de positif. D'accord? Donc c'est l'intention qui compte. Et on ne parle pas de utiliser ou ne pas utiliser la violence. Ça va être du cas par cas. Parfois ça sera nécessaire, parfois on pourra utiliser des moyens qui sont plus doux. Mais si vous êtes en danger, vous devez vous défendre. Voilà un peu ce qui fait que on ne peut pas interpréter Ahimsa par la non-violence. Ce qui va nous intéresser, c'est la motivation de la personne. Il y a des gens qui pensent que bien vivre dans ce monde, c'est plaire à tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Non. Non, pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde parce qu'on aime être aimé. Mais celui qui est juste, il veut résoudre des problèmes. Il veut son développement, il veut le développement des autres. Et parfois, il faut être dur pour ce faire. Donc, être juste, ça veut dire déjà savoir ce qui est juste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et deuxièmement, ça va demander le courage de poser certaines actions. Plaire à tout le monde ne demande aucun courage. Notre maître disait qu'il faudrait vivre comme il faudrait être à l'image d'une noix de coco. La noix de coco, elle a une carapace dure
mais son lait à l'intérieur est doux et sucré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la motivation, le cœur est là pour le bien des autres. C'est la bienveillance même. Mais parfois, l'action qui est posée peut paraître dure, sévère. Mais toujours ce qui importe, c'est que notre motivation profonde, ça soit pour le plus grand bien des autres. Et souvent, ça demande beaucoup de courage. Et souvent, ça demande beaucoup de sacrifices. Et souvent, ça demande beaucoup de service. C'est pourquoi je dis, je répète ce que disait mon maître, que les principes de moralité sont déjà le balbutiement de la spiritualité. Parce que si on veut vraiment s'établir dans les principes de moralité, on va développer des qualités en nous qui sont très subtiles, qui sont très nobles. Pour être un homme moral, il faut avoir ces qualités de sacrifice, de service aux autres, de bienveillance, de discernement, une intelligence claire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pas du tout évident. Chez nous, dans notre vie de yogi, on aime pratiquer ce qu'on appelle Atma Samiksha. Ça veut dire le contrôle de l'âme. Chaque soir, avant de dormir, on fait un petit récapitulatif de qu'est-ce que l'on a fait dans la journée, qu'est-ce qu'on a dit, quelle action on a posée, et on essaye de voir est-ce que j'étais en accord ou non avec ces règles de moralité. Comme c'est souvent difficile, ces principes de moralité. Comme c'est souvent difficile, c'est du cas par cas, c'est la motivation qui compte, on essaie de comprendre quelle a été la motivation profonde de telle ou telle action, est-ce que c'était une action juste ou non, pour se corriger et faire mieux demain. Donc vraiment, la moralité, les principes de moralité, c'est une pratique. Ce n'est pas une règle que l'on apprend et puis qu'on suit bêtement. Non, non. C'est une pratique qui pousse à l'éveil de la conscience. Une pratique qui pousse à l'éveil de notre monde spirituel, de notre bonté spirituelle. Donc voilà, c'était le premier principe, Ahimsa. Et dès la prochaine session, on va parler, la prochaine vidéo, on va parler du deuxième principe, ça s'appelle Satya. Et j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à écrire, j'essaierai d'y répondre. Et puis on va poursuivre avec ces principes de moralité. Et on va poursuivre vers notre cheminement vers la sagesse ensemble. Merci beaucoup, bonne journée, namaskar.